Alors, je suis Stéphane Van Peeberg, le président de Novelas ASBL, et je suis aujourd'hui en compagnie de monsieur Thomas Werner. Alors, je vais le laisser se présenter et expliquer en quelques mots qui il est. Okay, je suis Werner Thomas, professeur d'histoire d'Espagne et de l'Amérique latine à l'université de Louvain, la Flamande. Voilà. Alors, nous allons commencer cette interview avec quelques mots finalement sur ce qu'est la légende noire. Parce que, voilà, moi je ne connaissais pas avant d'être invité à la conférence. La légende noire, c'est une campagne anti-espagnole qui s'est montée dès le XVIe siècle, plus ou moins, la seconde moitié du XVIe siècle, et qui s'est originée ici aux Pays-Bas, et qui a duré pendant la guerre d'indépendance des Provinces-Unies, mais qui s'est continuée jusqu'aujourd'hui dans la mémoire publique, tant des gens des Pays-Bas comme de la Belgique. D'accord. Alors, si mon histoire est toujours bonne, à un moment donné, les Provinces-Unies faisaient partie de l'Empire de Charles Quint. Alors, c'est une des sources de motivation pour l'indépendance, ou c'est quelque chose qui a été en complément ou C'est un mécanisme de recrutement, je crois, parce qu'il y avait beaucoup de motifs pour se séparer de l'Espagne, au moins se rebeller contre le roi d'Espagne. Et il y avait beaucoup de couches sociales qui se sont rebellées, mais ils ont des motifs différents. Alors la légende noire, la campagne anti-espagnole, a servi pour faire un discours uni contre l'Espagne. Et alors créer un groupe unifié. D'accord. Vous avez des exemples concrets, des éléments concrets qui ont alimenté cette légende noire ? La présence militaire espagnole a été exagérée en grande partie, mais aussi le découvrement de l'Amérique, par exemple. Ce qu'on voit dans l'Amérique, ce n'est pas vraiment le maltrait des Indiens, c'est surtout la présence espagnole. Et c'est la manière comment les Espagnols ont traité les indigènes en Amérique. Alors on voit des parallèles avec les Pays-Bas. Comme ils traitent les Indiens, ils vont nous traiter à nous aussi. C'est le discours, plus ou moins. D'accord. Donc on peut dire que l'influence de la religion et du christianisme a une importance importante, enfin une importance grande finalement dans ce regard négatif. Oui, c'est le protestantisme surtout qui a promouvé la légende noire. Ce sont les pays protestants, l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Allemagne un peu moins, mais aussi. Oui. D'accord. C'est vrai que l'aspect religieux, enfin nous n'en avions pas encore parlé. Est-ce qu'on peut dire, finalement, quand on regarde l'histoire de l'Espagne, tout le monde connaît la colonisation et on a toujours cette vision de l'Espagne grande découvreuse. C'est l'Amérique, on est bien d'accord, les colonies en Amérique latine, mais on parle, moi je connais le procès de Valladolid sur la question justement de est-ce que les colonisés ont une âme ou pas. Donc ça, c'est aussi, j'imagine, quelque chose qui a dû intervenir dans l'explication. Mais est-ce que c'est plus dramatique que ce que les colons nouveaux américains ont fait aux Indiens d'Amérique du Nord? Pourquoi est-ce que eux ne sont pas considérés comme des auteurs d'une légende noire, finalement? Puisque c'est aussi un massacre dans... Oui, mais ils le sont. Avec l'indépendance des pays hispano-américains, on a créé aussi une version de l'histoire anti-espagnole. Tous les pays maintenant, Mexique, le Chili, le Pérou, ont des histoires nationaux qui s'opposent à l'Espagne. Parce qu'il faut expliquer pourquoi on s'indépendise de l'Espagne. Alors, ils l'ont créé, les créoles de l'Amérique ont aussi créé leur légende noire, pas si importante comme en Europe, mais ils ont aussi créé leur légende noire contre les Espagnols. Alors, dans les enquêtes policières, on demande toujours à qui profite le crime. Donc, à part, donc, bien sûr, les Provinces-Unies, mais finalement, ça ne concerne que 4-5 millions d'habitants à l'époque. Pourquoi est-ce que ça a eu finalement autant d'impact pour qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on en parle encore? Oui. Quand même, les Pays-Bas, au XVIe siècle, étaient un pouvoir économique très important. L'économie Anvers, puis Amsterdam, c'était des ports très importants. L'économie en Europe s'appuie sur l'économie des Pays-Bas, pas seulement sur l'économie des Pays-Bas, mais en grande partie. Le commerce, par exemple,
est aux mains des Hollandais. Alors ce n'est pas vrai que c'est un petit pays qui se rebelle contre le roi, c'est vraiment une partie importante de l'Europe qui se rebelle. D'accord. Et donc vous êtes belge, j'imagine, si vous êtes professeur à Louvain. Comment est-ce qu'on arrive à s'intéresser à un phénomène qui finalement est hors-frontalier? En étudiant l'histoire de l'Espagne et en voyant quand même que, même dans la mémoire belge par exemple, il y a des parties de cette légende qui jusqu'à aujourd'hui ont survécu. Moi je me suis crié avec les histoires de Bob et Bobette. Il y a quelques albums de Bob et Bobette qui parlent de l'occupation espagnole et du duc d'Albe. Alors quand on s'intéresse à l'histoire de l'Espagne, on voit quand même que, disons, la vérité historique n'est pas vraiment la vérité comme on l'a raconté dans cet album. Alors l'intérêt vient de là-bas, de là. D'accord. Donc c'est une bande dessinée finalement qui vous a ouvert... Une bande dessinée, des œuvres de théâtre, des expositions. Je me rappelle qu'il y avait ici à 85 l'exposition d'Europalia sur l'Espagne et que ça nous a montré un côté complètement différent de l'Espagne parce qu'on ne connaît pas ce qu'on connaissait ici, c'était l'Espagne de Franco et l'Espagne de Philippe II. Oui. Et puis au 85, avec cette exposition, on nous a montré une Espagne de l'art, de Velázquez, de culte, de la littérature, de l'époque d'or, etc. Et alors, et est-ce que l'influence maure, donc on sait que, arabe pour généraliser, est-ce que le fait qu'ils aient réussi à conquérir finalement une grande partie de l'Espagne, aller jusqu'en France, est-ce que tout cet aspect culturel a aussi une importance sur la politique espagnole en dehors du pays finalement? Je crois que la culture espagnole a été imprégnée par la culture arabe, sans doute. Les villes comme Grenade, la musique. S'il y a des motifs politiques ou militaires, aussi au XVIe siècle il y a, parce qu'on a l'Empire ottoman qui domine la Méditerranée orientale et qui pousse vers l'occidental, vers la Méditerranée occidentale. Alors ça peut être un motif très important à l'époque. Pour le reste, bien sûr, la conquête de l'Amérique est née avec l'idée d'attaquer l'islam de l'autre côté. On voulait rétablir les liens avec l'Inde, le commerce des épices, etc. Et alors on voulait aussi attaquer l'islam de l'autre côté du monde. Alors il y a une connexion, je ne crois pas que l'occupation islamique de l'Espagne a une influence très si importante que ça. Est-ce que vous n'avez pas peur, maintenant on est dans une conjecture, que tout ce que l'on peut déterrer finalement de la légende noire puisse alimenter une rancœur vis-à-vis de l'Espagne actuelle? Si on continue à utiliser les mêmes arguments, peut-être, parce que maintenant on voit avec le problème de Catalogne qu'on utilise les mêmes arguments, que les Castillans, en ce cas, ont opprimé toujours la Catalogne, etc. Pendant 3-4 siècles déjà. On récupère les éléments de la légende noire, sans le savoir peut-être. C'est une utopique dans l'histoire catalane, je suppose, qui est là et qui est difficile de combattre. Le rancœur des autres Européens, bien sûr, il y a des films, il y a des programmes à la télévision, etc., qui récupèrent un peu la légende noire, mais je crois que dans une Europe unie maintenant, avec beaucoup plus de contacts entre les différentes nations, qu'on peut plus facilement arriver à une version plus équilibrée de l'histoire. Je n'ai pas peur du rancœur. Moi, j'espère plutôt que la légende noire, peu à peu, va se disparaître. Je rebondis sur le fait, mais quand on regarde un peu la construction de l'Union européenne à l'heure actuelle, il y a beaucoup de partis extrémistes qui peuvent justement utiliser ces concepts
et les appliquer à leur pays. Alors je me posais la question avant de découvrir la thématique. Je pars du principe que tous les pays, toutes les cultures ont leurs cadavres dans le placard. Donc pourquoi est-ce que l'Espagne a l'impression, les Espagnols ou les regards extérieurs, a l'impression que ce qui s'est passé à cette époque-là est plus dramatique que la période franquiste ou même tout simplement les guerres mondiales provoquées par l'Allemagne et le Saint-Empire de la nation germanique. Je crois qu'aussi les Allemands se sont critiqués aussi. Je crois que la différence avec l'Espagne, si on voit les empires au XVIe siècle, l'empire espagnol, les Portugais, mais aussi les Britanniques, l'empire anglais après, et puis les Français, il y a une forte présence d'autocritique dans l'empire espagnol. La légende noire se fonde sur 4 livres, plus ou moins. 3 de ces 4 livres ont été écrits par un Espagnol. Alors c'est une façon d'autocritique qu'on n'a pas, par exemple, à l'Empire britannique. On ne questionne pas la conquête de l'Amérique du Nord et tout ce qui s'est passé là-bas. Pendant que, par exemple, l'extermination des indigènes au nord a été plus forte que dans les pays portugais et espagnols. Mais dans le cinéma américain, justement, ça avait fait débat jusque dans les années 70-80, où l'Indien était inexistant, ou une masse sombre, enfin, dans le cours d'analyse du cinéma. Mais maintenant, on recommence à mettre l'Indien au centre des débats, donc effectivement, il y a une prise de conscience. Mais cette prise de conscience a été présente déjà à l'Espagne au XVIe siècle. C'est la différence. C'est la différence. Mais une autre question, c'est puisque la légende noire est un outil finalement de propagande de libération, dans certains points de vue, pourquoi est-ce que ce sont souvent, surtout essentiellement des Espagnols finalement qui en parlent, alors que ceux qui ont fomenté le complot auraient tant de choses à dire et on n'en a jamais entendu parler? Oui, je suppose que c'est parce que les autres se sont oubliés déjà de la légende noire. La légende apparaît de temps en temps. Hein. Mais par exemple, les jeunes maintenant qui étudient à l'université, ils ne savent quand même pas qui est Philippe II, qui est le duc d'Albe. C'est une ignorance complète de l'histoire. J'ai l'impression qu'au nord, la légende noire a disparu, plus ou moins. En Espagne, elle est présente jusqu'à maintenant. Et je crois que c'est parce que les Espagnols ont toujours questionné leurs actions. Dès le principe, dès le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ils se sont questionnés de ce qu'ils ont fait dans l'autre côté du monde. La différence avec, par exemple, les Anglais, ils n'ont jamais questionné ce qu'ils ont fait au nord, en Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a en Amérique du Nord, ce sont les Américains, techniquement. C'est pour ça que les Anglais... les Anglais. Oui, et donc je comprends que les Anglais ne se posent plus de questions, puisqu'ils ont préféré balancer la patate chaude aux Américains. Mais, du coup... Ah, j'ai perdu ma question maintenant. Ça arrive. Désolé. Non, c'est pas grave. Peut-être on peut terminer. Ah ben voilà, donc c'est l'occasion de terminer. Vous allez donner une conférence tout à l'heure. Vous avez quelque chose à expliquer sur la thématique de la conférence ou parce que les gens ne la verront pas, a priori. Oui, la conférence. Ma position sera que la légende noire, bien sûr, a existé, existe toujours. Mais si on continue à penser ou analyser la légende noire comme dans les schèmes, les types, les modèles entre nous et les autres, une différence entre nous et les autres et une bipolarisation entre les deux champs, on n'arrive pas à rencontrer une solution. Et on n'arrive pas à vraiment découvrir ce qui s'est passé. Alors ce sera ma dernière question. Je la pose de façon très ironique parce que vous êtes historien, donc je sais déjà, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on n'oublie pas tout simplement tout ce qui s'est mal passé et vivons heureux dans un monde ignorant? On a essayé. Il y a beaucoup de pays, par exemple les pays en Amérique latine qui ont connu une dictature, la même Espagne qui a connu une dictature, qui a voulu oublier l'Afrique du Sud, qui a voulu oublier le passé, le Congo aussi, on a essayé de taper le passé. Ça ne rend rien parce que les gens ne veulent pas oublier. Maintenant, en Espagne, ce ne sont pas
les gens qui ont connu Franco. Ce sont déjà les fils ou les arrière-fils qui se demandent ce qui s'est passé à l'époque de Franco. Alors la mémoire humaine tend à essayer d'entendre ce qui s'est passé. Alors oublier, c'est une option, mais on oublie peut-être pendant quelques années, pendant quelques décennies, mais après la question se pose d'une forme... D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Bonne conférence ce soir. Merci beaucoup. Au revoir.